mars 2019, l'UEMOA a 25 ans. 25 ans de progrès vers l'intégration régionale célébrée ce 10 janvier en présence du président du FASO et du président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution. L'État a failli dans sa mission de protection des populations. Voilà la position de l'UPC en réaction aux violences de Yirgou, l'Union pour le progrès et le changement qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles un deuil national n'a pas été décrété. Et puis, Félix Tshisekedi, donné vainqueur de l'élection présidentielle en RDC. Les résultats provisoires ont été donnés dans la nuit du 9 au 10 janvier. Des résultats contestés par l'un des candidats perdants, Martin Fayulu, mais aussi par la toute-puissante Église catholique du pays. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Nous recevrons un invité dans ce journal. Le président de l'Ordre national des architectes, Fabien Ouédraogo, sera sur ce plateau pour nous parler notamment de la semaine de l'architecte. Ça sera pour tout à l'heure. Mais avant, direction la RDC où l'on semble s'acheminer vers une historique alternance démocratique. Après 10 jours d'attente, les résultats de l'élection présidentielle sont tombés dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ce sont des résultats provisoires qui donnent l'opposant Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,57% des voix. Il devance respectivement l'autre candidat de l'opposition, Martin Fayulu, et le candidat du parti au pouvoir, Emmanuel Ramazani. Dans son discours, Félix Tshisekedi a rendu hommage au président sortant, Joseph Kabila. C'est un événement sans précédent en République démocratique du Congo et extrêmement rare en Afrique centrale. Un candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a été déclaré vainqueur de la présidentielle à un tour, 3 fois reportée depuis 2016. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, 55 ans, est le président provisoirement élu qui succédera au chef de l'État sortant, Joseph Kabila, a annoncé la Commission électorale nationale indépendante après une très longue attente. Ayant obtenu 7 51 013 suffrages valablement exprimés, soit 38,57%, et proclamé provisoirement élu président de la République démocratique du Congo, M. Tshisekedi Tshilombo Félix. Les résultats de la CENI peuvent toujours faire l'objet d'un recours devant la Cour constitutionnelle qui proclamera les résultats définitifs. Félix Tshisekedi, vainqueur de la présidentielle en RDC, a rendu hommage au président sortant, Joseph Kabila, saluant un partenaire du changement démocratique. S'adressant à des milliers de sympathisants réunis à Kinshasa, la capitale, Tshisekedi a déclaré qu'il serait le président d'un Congo uni. Avant tout, je voudrais rendre grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, qui a permis un tel événement qui était encore il y a quelques semaines inimaginable. Voilà pourquoi j'enchaîne directement. Et je sais que pour beaucoup d'entre nous, c'est difficile à accepter, mais je le dis avec sincérité, je rends hommage au président Joseph Kabila, président de la République. Félix Tshisekedi remporte la présidentielle avec 38,57% des plus de 18 millions de suffrages exprimés, a déclaré Corneille Nangaa, président de la commission électorale, lors d'une conférence de presse aux environs de 3 h du matin. Dans le quartier de Limet, à Kinshasa, où vit Tshisekedi, des milliers de personnes ont dansé dans les rues au rythme des klaxons de voitures pour célébrer cette victoire. Si la Cour constitutionnelle confirme les résultats dans les 10 prochains jours, il deviendra le premier dirigeant à prendre le pouvoir par les urnes depuis Patrice Lumumba.
Et pour être complet sur le sujet, sachez que Martin Fayulu, l'un des candidats de l'opposition perdant, conteste ces résultats. Il est soutenu dans sa position par la toute-puissante Église catholique de la RDC qui parle de non-conformité de ces résultats avec ceux des observateurs qu'elle avait déployés sur le terrain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Retour au Burkina Faso où le président de la FIFA, Gianni Infantino, a effectué une brève visite au Burkina dans le cadre d'une tournée africaine. Une visite de quelques heures où il a été reçu par le président du Faso, comme vous pouvez le voir sur ces images. C'était au palais de Kosiam. Je rappelle que Gianni Infantino est au Burkina Faso pour la deuxième fois. Il était là pendant la Coupe d'Afrique de 1998. Nous écoutons maintenant le président de la FIFA après son audience avec le chef de l'État. C'est la deuxième fois que je suis au Burkina Faso. La première fois, c'était le siècle dernier, en 1998, lors de la Coupe d'Afrique des Nations. Ça nous fait vieux, hein, mais on est jeunes, rassurez-vous. Donc, passionné de football pour vivre la première Coupe d'Afrique des Nations de ma vie, ici au Burkina. Et maintenant, je reviens en tant que président pour parler avec votre chef d'État et avec le président de la Fédération de comment on fait avancer le football dans ce magnifique pays, dans un pays qui est passionné de football. Alors on a évoqué avec le président des projets du football. On a parlé de ce que fait la FIFA en collaboration avec la Fédération, avec la CAF et aussi avec le gouvernement dans le futur pour développer le football ici au Burkina Faso. On a augmenté, comme vous le savez, les ressources financières pour toutes les fédérations, y compris évidemment la fédération burkinabé. On a augmenté à la FIFA le nombre d'équipes participant à la Coupe du Monde en doublant pratiquement le nombre d'équipes africaines. On est passé de 5 à 9,5, 9 sur et une qui doit jouer un match de barrage. Donc on double pratiquement le nombre d'équipes africaines, ce qui veut dire, de l'autre côté, qu'il y a plus de chances de se qualifier, le double de chances de se qualifier à une Coupe du Monde. Et donc, pour pouvoir se qualifier, il faut redoubler aussi le travail. Il faut travailler, il faut investir dans les infrastructures, et on en parlait avec le président qui est tout à fait du même avis. Il faut investir dans les infrastructures, il faut investir dans la formation, dans le développement et dans tous ces projets. Venons-en à présent à cet anniversaire, l'UEMOA qui commémore ses 25 ans d'existence. C'est en 1994 que l'Union économique et monétaire ouest-africaine a été portée sur les fonds baptismaux avec pour objectif l'intégration régionale et le défi de la libre circulation des personnes et des biens. 25 ans après, où en est-on? Le sujet était au centre des festivités qui se sont déroulées ce 10 janvier en présence de Roch-Marc Christian Kaboré, du président de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara, président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Luc Pabelgem. Créé le 10 janvier 1994 à Dakar, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, souffle sur ses 25 bougies ce 10 janvier 2019 à Ouagadougou. Que de chemin parcouru en 25 ans avec toujours en ligne de mire un objectif, édifier en Afrique de l'Ouest un espace économique harmonisé et intégré au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, entre autres. Où en est-on 2 décennies et demie après la création de cette institution commune à 8 États ouest-africains? Un des défis majeurs à relever réside dans la question de l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens dans l'espace communautaire pour réellement favoriser l'émergence d'un commerce intracommunautaire qui peine à décoller. À cet égard, la Commission organisera en juin prochain un colloque international qui contribuera assurément à la définition de stratégies devant y concourir efficacement.
Ce jubilé d'argent de l'UEMOA connaît la présence effective de Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. 25 ans de progrès vers l'intégration régionale, ensemble pour relever le défi de la libre circulation des personnes et des biens, c'est le thème de cette commémoration. Pour préserver les acquis réalisés, accélérer le processus d'intégration sous-régionale et consolider notre marché régional commun, des défis importants restent encore à relever. Je voudrais en citer quelques-uns. Il s'agit notamment du faible taux des échanges intracommunautaires dans l'Union, qui se situe aujourd'hui seulement à 16%. Cette faible évolution pourrait s'expliquer par la structure du commerce marquée par une homogénéité des biens et services échangés dans notre espace. Nous avons également, et il faut le reconnaître, de nombreux contrôles sur les corridors des prélèvements illicites, de faux frais et enfin de longs délais pour le transport des marchandises. C'est d'ailleurs ce qui motive notre volonté de faire un certain nombre d'autoroutes, l'autoroute Lagos-Abidjan, donc bien sûr en passant par Lomé-Cotonou et Accra, et aussi l'autoroute Abidjan-Ouagadougou, en passant par Korogo et Bobo-Dioulasso, et que ce soit des autoroutes où personne ne pourra arrêter un camion, parce que nous savons ce que ça coûte de traverser. L'UEMOA de nos jours, c'est un marché de 119 millions de consommateurs, 8 États que sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Une monnaie commune, le franc CFA, arrimé à l'euro. L'UEMOA est composé de 6 organes, dont la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres, la Commission, la Cour de justice, la Cour des comptes et le comité interparlementaire. Et dans la foulée de cette commémoration, les présidents burkinabés et ivoiriens ont inauguré le nouveau siège de l'institution. C'est un immense bâtiment de 5 étages situé dans le quartier de Ouaga 2000. Luc Pabelgem. L'UEMOA commémore ses 25 ans dans son nouveau siège. Inauguré ce 10 janvier par Rochman Christian Kaboré et Alassane Ouattara, le nouveau bâtiment de l'UEMOA est composé d'un R+5 de bureaux et d'une salle de conférence. Sitôt après la coupure de ruban, les 2 chefs d'État ont signé le livre d'or de l'institution. L'UEMOA est une grande fierté. J'ai eu l'occasion de l'exprimer le 9 janvier au soir sur l'ensemble des antennes de télévision des 8 États membres. Maintenant, nous sommes une union de 109 millions d'habitants, 8 États, des pays qui se portent bien, où les progrès sont connus, sont importants, et où l'intégration avance. Mais nous sommes conscients qu'il faut aller encore plus loin et qu'il nous faut faire davantage dans le sens de l'intégration. Le président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement prône une intégration politique maintenant que celles économiques, monétaires et réglementaires sont une réalité. Alassane Ouattara voit cela comme une solution vers un espace plus vaste pour l'économie des nations. Nous avons maintenant l'intégration économique, ensuite l'intégration monétaire, l'intégration réglementaire. Et je pense que ceux qui doivent poursuivre cette œuvre doivent même penser, à mon sens, à l'intégration politique pour que nous ayons une véritable union à l'image de l'Union européenne et que nous allions plus loin. Parce que, voyez-vous, nos États sont des États peu peuplés. Le Burkina et la Côte d'Ivoire, qui sont parmi les États les plus peuplés, ont respectivement 20 millions et 25 millions. Mais cela n'est pas assez. Donc, il nous faut avoir un espace plus vaste, plus important, plus peuplé, ne serait-ce que pour des raisons économiques.
25 ans, c'est l'âge de la maturité, disent les invités de marque de l'UEMOA. Si l'institution est aujourd'hui une grande fierté pour les États ouest-africains, c'est à l'honneur de ses travailleurs. À l'UEMOA, l'intégration est en marche, mais aller plus loin est sa quête permanente. Tout autre chose avec cette réaction de l'UPC suite aux violences intercommunautaires de Yirgou. L'Union pour le progrès et le changement reproche au gouvernement d'avoir mal géré les dossiers et se dit surtout scandalisé qu'un deuil national n'ait pas été décrété. Le compte rendu de Roméo Koeta. Le président du Faso et son gouvernement ont mal géré les événements tragiques de Yirgou, qui ont fait 49 morts et plus de 6 000 déplacés. C'est le sentiment de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Le parti se dit déçu du fait que les coupables n'aient pas encore été mis aux arrêts. Et pire, malgré l'ampleur du drame, le chef de l'État n'a pas daigné décréter de deuil national, s'offusque le parti du Lion. Le président Kaboré, qui est allé tardivement à Yirgou sous la pression populaire, a osé demander pardon aux présumés auteurs du massacre. Il n'a pas été ferme. Il n'a pas exigé sur place que justice soit rendue. Pire, malgré l'ampleur de ce crime de masse, le gouvernement n'a pas daigné décréter un deuil national. Yirgou devrait amener le président du Faso à annoncer des mesures fortes pour éviter une crise plus profonde. Quelles réformes envisage-t-il? Quel type de dialogue va-t-il instituer? Aucune annonce. Ce que réclame le parti de Zéphirin Diabré, c'est une justice dans un délai raisonnable, car le vivre ensemble serait mis à rude preuve dans cette localité, tant que les bourreaux ne répondront pas de leurs actes, pense-t-il. Et justement, concernant les Koglogo à qui on attribue ces tueries, de plus en plus de voix s'élèvent pour demander leur suppression pure et simple. Mais à l'UPC, on se veut prudent sur la question. Ce n'est pas à nous, partis politiques, de demander leur suppression, mais c'est aux autorités compétentes de mener les investigations nécessaires et d'en tirer toutes les conséquences. Voilà, donc à ce niveau, le débat est situé un peu plus haut et après les nombreuses enquêtes, nous pensons qu'il y a des juridictions compétentes qui peuvent se saisir et se prononcer définitivement sur cette question. L'Union pour le progrès et le changement constate que le drame de Yirgou est avant tout né de l'incapacité de l'État à faire face à la menace terroriste. Il demande donc au gouvernement de poser des actions fortes, notamment en repensant la stratégie militaire afin de l'adapter aux défis du moment. Le principal parti de l'opposition compte se rendre sur les lieux de la tragédie pour apporter son soutien aux familles éplorées. Mais en attendant, Zéphirin Diabré et ses camarades entendent participer à la marche de dénonciation initiée par le collectif contre l'impunité et la stigmatisation des communautés qui aura lieu le 12 janvier prochain à Ouagadougou et à Dori. Toujours au chapelet des réactions sur les événements de Yirgou, dans un communiqué, le Rassemblement des écologistes du Burkina Faso a condamné lui aussi ces violences, déplorant, je cite, le manque de fermeté du président du Faso. Voilà, on va maintenant à Bobo Dioulasso, où plusieurs centaines d'élèves ont manifesté dans les rues de la ville une marche en soutien à leurs camarades des plus de 700 écoles fermées pour raison d'insécurité. Arsène Kanditamde. Les élèves et étudiants de la région des Hauts-Bassins apportent leur soutien aux élèves et enseignants des régions affectées par le terrorisme. Ils étaient plusieurs milliers à battre le pavé dans les rues de Bobo Dioulasso ce 10 janvier pour affirmer leur solidarité à leurs camarades. Ils exigent du gouvernement un dispositif sécuritaire autour des écoles, des zones en proie aux attaques terroristes, afin de permettre à leurs camarades de bénéficier de leurs droits à l'éducation. Réaffirmons notre ferme volonté à soutenir les élèves et enseignants des régions nord, du Sahel, de l'Est et toutes les zones affectées par les attaques terroristes. Établir une correspondance entre les élèves du nord et ceux des régions des Hauts-Bassins pour un soutien moral. Souhaiter de la part du gouvernement plus de décisions politiques permettant aux forces de défense et de sécurité d'être efficaces sur le terrain des opérations, d'accentuer les dispositifs sécuritaires et d'accroître les fréquences de patrouille autour des écoles du Nord, du Sahel, de l'Est destinées à mettre en confiance les acteurs de l'éducation pour une reprise diligente des cours.
partir du lycée Ouessem Koulibaly de Bobo-Dioulasso, les élèves du primaire, du secondaire, les étudiants du public et du privé, au cri et au chant de soutien aux élèves, enseignants et forces de défense et de sécurité, victimes de terrorisme, se sont rendus au gouvernorat de la région des Hauts-Bassins. Là, ils procèdent à la lecture de plusieurs recommandations. Nous sommes de tout cœur avec eux que nous prions Dieu nuit et jour afin qu'il puisse vous permettre encore de chanter les litanies, de monter les drapeaux, de lire vos livres et d'écrire pour remplir vos cahiers de leçons. Nous vous demandons de rester forts car il y a un Dieu là-haut qui entend nos prières et qui sera à notre recours pour toujours. L'éducation est le fondement de tout développement. Des mesures fortes sont en train d'être prises pour contrer ces attaques, rassure le gouverneur de la région des Hauts-Bassins. Des mesures fortes, conjuguées aux mesures intelligentes, sont en train d'être prises pour contrer cette vague de terrorisme que nous subissons depuis quelques années. Nous voulons que les élèves et les étudiants contribuent également à la lutte contre le terrorisme par les informations qu'ils peuvent donner au FDS, par le renseignement qu'ils peuvent également accompagner. En plus de la marche de soutien et de solidarité aux élèves et enseignants des zones en proie au terrorisme, des lettres de soutien sont remises aux responsables régionaux de l'éducation afin qu'elles soient transmises aux élèves des zones affectées. Le syndicat national des travailleurs de l'environnement, de l'hôtellerie et du tourisme dénonce les conditions de travail difficiles qui prévaudraient au sein du ministère de l'Environnement. Respecter la trêve sociale demandée par le chef de l'État serait donc utopique dans cette situation, a conclu le syndicat. Voici le compte rendu de Rémi Lambert-Nébier. Au syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie Sintet, il n'est pas question de revalorisation salariale, mais les conditions de travail et la gestion du ministère à elles seules suffisent pour pousser le Sintet à une sortie médiatique. Non épargné par les attaques terroristes, le syndicat dénonce le manque de matériel de protection et de travail des agents des eaux et forêts. Au cours de la seule année 2018, 12 attaques ont été perpétrées contre des services forestiers, dont la dernière date du 23 décembre dernier à Tasmakat. Ces attaques ont fait 3 morts dans nos rangs et d'importants dégâts matériels, dont les biens personnels des agents. Que dire alors des moyens de défense des agents? Insuffisance d'armes, absence de dotation en tenue, manque de moyens logistiques et de renforcement des capacités pour faire face à la situation. Quand ce département a sollicité un armement conséquent, c'est l'armement déclassé au niveau de l'armée qui lui a été accordé. Les agents forestiers, souvent seuls ou en binôme dans les postes, ont généralement pour bureau leur domicile. Mal nanti matériellement et logistiquement, le Sintet fustige la gestion des plans de carrière des agents du ministère en charge de l'environnement. Nous notons que le ministère a mis plus de 2 années pour formuler une dizaine de textes d'application pour rendre opérationnelle la loi 63 de septembre 2015 portant statut du cadre paramilitaire des eaux et forêts. Les 10 textes transmis seulement le 21 septembre 2018 dorment dans les tiroirs du secrétariat général du gouvernement et du conseil des ministres depuis lors. Pendant ce temps, les ordres de mission à l'extérieur du pays, notamment de M. le ministre, sont signés à la volée. Au-delà du volet de la gestion de leur carrière, c'est la gestion du ministère même qui est décriée par le syndicat national des travailleurs de l'environnement, du tourisme et de l'hôtellerie. Notre syndicat a eu à interpeller le ministre sur la question de l'afflux important de personnel extérieur. Pire, on a observé une vague de nomination de ce personnel dans les postes techniques et stratégiques tels que la DGS, l'IGS, la DGPE et la Direction générale de l'économie verte et des changements climatiques, ainsi que dans les projets et programmes au détriment du personnel formé à cet effet. Nous assistons également à des affectations discriminatoires ou en violation du principe cardinal du respect de la hiérarchie des grades.
Au Sintet, on parle de direction dirigée de façon autocratique et sans organigramme. La direction des études statistiques et sectorielles est citée en exemple. Des problèmes d'administration qui érigent le syndicat en ordre de bataille, quitte à défier la trêve sociale sollicitée par le président du Faso, si ils ne sont pas résolus. Voilà, comme annoncé en début de journal, nous recevons sur ce plateau le président de l'Ordre national des architectes, M. Fabien Ouedraogo. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là, je le disais tout à l'heure, dans le cadre de la 4e édition de la Semaine de l'architecte, oui. Une édition qui s'ouvre ce 10 janvier sous le thème « Construisons l'avenir ». Nous regardons et nous revenons. Sandrine Zogori. Construisons ensemble l'avenir. Les architectes du Burkina Faso veulent bâtir le monde autrement, et ce, à travers une architecture bien définie. Ils se donnent 72 heures pour asseoir une fondation solide afin d'inspirer la jeune génération à embrasser plus ce domaine. Nous sommes à la 4e édition de la Semaine de l'architecte du Burkina et ils sont une centaine du monde du bâtiment qui ont effectué le déplacement. Le thème de la semaine cette année est « Construire ensemble l'avenir ». Ce thème d'une grande actualité nous interpelle. Tous sur notre responsabilité commune vis-à-vis de nos générations futures. À ce sujet, Antoine de Saint-Exupéry disait, et je le cite, « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. » Pour nous, professionnels du bâtiment, il s'agit donc d'oser le changement pour nous adapter à un monde qui change. L'architecture, un métier peu connu au Burkina Faso, une situation qui interpelle les professionnels à se rapprocher des populations pour faire connaître le métier. Alors, la Semaine de l'architecture 2019, c'est aussi un calendrier bien chargé pour les experts du domaine. Des rencontres d'échange avec les élèves des écoles d'enseignement général et professionnel, d'un panel qui sera organisé à l'issue de cette cérémonie inaugurale sur le thème « Contribution de l'architecture à la construction de la ville de demain, défis et engagement des acteurs ». D'un don de matériel au centre des handicapés moteurs à Bungé. Et l'Ordre des architectes a voulu offrir un monument à la ville de Ouagadougou et la pose de la première pierre aura lieu demain justement pour la circonstance. La 4e édition qui vise à favoriser une meilleure compréhension du rôle de l'architecte dans la chaîne de construction. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat invite les architectes à une architecture plus basée sur la valorisation de la culture burkinabé. Notre architecture aura une âme et sera encore plus belle et respectée quand elle tirera davantage ses bases conceptuelles et esthétiques de notre identité culturelle. Je voudrais donc inviter solennellement l'ensemble des architectes à innover, à repenser la conception et la réalisation des édifices publics et privés. Dans le cadre de cette semaine, le monde des professionnels du bâtiment s'est renforcé en ressources humaines. 20 architectes ont prêté serment, portant à plus de 200 le nombre d'architectes composant l'Ordre national des architectes du Burkina. Voilà, M. Fabien Ouedraogo, je le disais tout à l'heure, vous êtes le président de l'Ordre national des architectes. On vient de voir le thème de votre semaine, c'est « Construisons ensemble l'avenir ». Pourquoi vous ne construisez pas le président? Merci déjà. Je vous remercie pour l'occasion que vous donnez à l'Ordre des architectes de pouvoir parler de la profession, pouvoir parler de notre métier. Et j'en profite pour remercier également les différentes autorités qui nous ont accompagnés dans ce processus-là, notamment le Premier ministre, notre ministre de tutelle qui est le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, et également tous les différents sponsors dont je ferai l'économie de citer les noms. Voilà.
Voilà, je disais que vous avez comme thème « Construisons ensemble l'avenir ». Oui, on veut bien construire l'avenir, mais peut-être il faut commencer par le présent. Pourquoi ce thème? Qu'est-ce que ce thème renferme? Pourquoi ne pas construire le présent et l'avenir? Je pense qu'il faut savoir se projeter. Voilà, l'architecte est un visionnaire, quelqu'un qui a normalement dans sa réflexion une projection vers le futur. Alors, il ne faut pas penser pour maintenant ni pour le passé. Il faut, c'est vrai, se baser sur nos expériences précédentes et même nos cultures, comme l'a dit le ministre tout à l'heure, pour nous projeter dans le futur. Et donc, c'est là tout le sens que nous avons donné à ce thème-là. Et comment vous comptez construire l'avenir et quels sont les objectifs que vous comptez atteindre pendant cette 4e édition de la Semaine de l'Architecte? Merci. Alors, dire que nous comptons construire l'avenir, c'est un grand mot, mais je pense que c'est justement l'objet du panel qu'il y a eu au cours de cette semaine-là, qui était justement quelle est la contribution de l'architecture dans la construction de la ville de demain. Défis et engagement des acteurs. Alors, au cours de ce panel, il y a eu pas mal de sommités du monde architectural. Il y a eu la mairie également qui était représentée. Et ces différents panélistes ont échangé avec les architectes qui étaient présents sur justement cette thématique-là. Nous avons eu la chance d'avoir un de nos confrères bien connu sur le plan international qui est Francis Kéré, qui a contribué également. Alors, c'est se projeter, intégrer les défis climatiques, les changements climatiques, intégrer le développement durable, intégrer la culture même de nos pays pour pouvoir nous projeter sur les bâtiments que nous faisons. Alors, concrètement, le bâtiment du futur, le bâtiment de l'avenir, comment est-ce qu'il peut être? En tenant compte de tous les aspects que vous venez de citer. Alors, pour répondre à votre question, je serais obligé de faire une esquisse. Mais je dirais que le bâtiment du futur doit être un bâtiment qui intègre justement ces différents éléments-là, qui tiennent compte forcément de la culture propre du Burkina. Moi, je me projette sur le Burkina parce qu'il ne faut pas faire du copier-coller. C'est vrai que la vision architecturale, selon les pays, peut différer, mais nous souhaitons au Burkina pouvoir développer quelque chose de particulier. Une architecture qui tient compte de nos valeurs culturelles, qui tient compte du développement durable, qui tient compte des changements climatiques, qui tient compte des énergies renouvelables également, parce que nous sommes à une ère où nous avons une surconsommation énergétique des ouvrages, et tous ces éléments-là, justement, doivent être pris en compte. Le bâtiment du futur doit être un bâtiment qui est intelligent. Alors, certainement qu'il sera question de tous ces aspects lors de cette 4e édition de la Semaine de l'Architecte. Vous attendez près de 5000 visiteurs et 150 exposants. Qu'est-ce qui va se passer avec toutes ces personnes-là? Alors, aujourd'hui, nous avons eu le panel qui a été suivi d'une conférence sur le BIM. Nous avons la foire d'exposition qui se tient donc du 10 au 12 janvier au CIAO. Demain, nous avons la pose de la première pierre du monument de l'architecte. Le monument de l'architecte. Exact. Le siège ou le monument? Le monument de l'architecte. Vous avez un siège, hein, je crois. Il y a 1 an ou 2 ans, il y a eu la pose de la première pierre. Question à un invité, qui disait que l'ordre des architectes n'avait pas encore de siège. Tout à fait. Je ne sais pas si c'est déjà fait maintenant. Alors, je répondrai tout de suite à cette question-là. Alors, nous avons la pose de la première pierre du monument de l'architecte. C'est-à-dire que dans le cadre donc, de la visibilité que nous voulons offrir à notre métier, nous avons, avec nos partenaires, décidé d'offrir un monument à la mairie de Ouagadougou. Alors, cette pose de première pierre se fera demain matin. Nous signerons également une convention avec la mairie. Pour rebondir sur votre question, je dirais que nous avons, justement, dans le cadre de notre 4e édition, fait un concours pour avoir le meilleur projet, la meilleure proposition pour la maison de l'architecte. Alors, les autorités ont bien voulu nous donner un terrain à Ouaga 2000. Et au cours de cette 4e édition, nous avons pu sélectionner le projet que l'ordre va maintenant développer pour atteindre l'objectif qui est d'avoir un siège. Alors, les participants, toutes ces personnes qui seront là, vont avoir des occasions de se rencontrer, de faire des affaires? Bien sûr. Parce qu'un salon, justement, c'est pour permettre aux différents acteurs de nouer des relations de partenariat. L'ordre va nouer également avec certains sponsors, certains partenaires, et les exposants pourront nouer des relations d'affaires, de partenariat avec les architectes qui sont
présents sur le site et également tous les visiteurs. Dans les objectifs, je vois, il est marqué « Donner une image positive du métier d'architecte ». Oui. Ça amène à poser beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que les architectes sont impliqués dans la construction, par exemple, des infrastructures du 11 décembre, ces infrastructures qui tombent dès la première pluie, le premier vent? Il n'y a pas que ces infrastructures-là, il y a plusieurs maisons aussi qui s'écroulent facilement dans ces pays. Est-ce que les architectes sont impliqués dans la construction de ces infrastructures-là? Quel est votre degré de responsabilité? Si responsabilité il y en a. Merci. Alors, c'est une question qui revient fréquemment. Quelle est la responsabilité, l'engagement de l'architecte quand il y a effectivement des sinistres ou quand il y a des problèmes qui arrivent? Je fais remarquer que quand malheureusement c'est bien ou quand heureusement c'est bien, on ne parle pas de l'architecte. On dit, ah oui, c'est superment construit, quel est l'entrepreneur qui a construit? Mais dès lors qu'il y a un sinistre, on demande, ah oui, qui est l'architecte qui a surveillé, qui a contrôlé les travaux? Vous voyez un peu, c'est dans la conscience populaire des gens. Donc il faut dire que dans la chaîne de construction d'un édifice, il y a plusieurs acteurs. L'architecte, c'est vrai, il est le chef d'orchestre, comme on le dit dans notre jargon. Il pilote, il est le lien entre tous les différents acteurs. Il fait la conception de l'ouvrage, il se fait accompagner par des spécialistes, ingénieurs, tout corps d'État confondus. Il assure la coordination des travaux, accompagné des mêmes spécialistes, tout corps d'État confondus. Alors, un entrepreneur également réalise les travaux. Il faut dire que dans notre législation ici que nous avons au Burkina Faso, l'entrepreneur est responsable des travaux qu'il exécute. Il a beau être contrôlé par un ingénieur ou un architecte quelconque, et le contrat de travaux est à sa charge. Alors, c'est lui qui assume parce qu'il doit se faire aussi également accompagner par des spécialistes. Alors, quand malheureusement ce genre de choses arrive, il faut pouvoir faire une expertise. Il y a des experts qui sont désignés et qui pourront également situer les responsabilités. Est-ce que c'est un problème de conception? Est-ce que l'architecte, dans le projet qu'il a conçu, est-ce que le projet avait des failles? Est-ce qu'il y avait des erreurs qui peuvent entraîner justement ce type de sinistre-là? En fonction, bien sûr, du type de sinistre. Alors, pour le 11 décembre, je pense qu'il y a certains architectes qui sont impliqués. Il y a des bureaux d'ingénieurs également qui sont impliqués dans les missions de contrôle. Mais pour la plupart, c'est l'État qui vraiment pilote les différents projets. Et c'est même un problème pour nous parce que nous trouvons que c'est un manque à gagner par rapport à la profession. Voilà. Et donc, tous les acteurs intervenant dans la chaîne de construction des bâtiments ont leur part de responsabilité dans les immeubles qui se coulent, y compris les architectes, les entrepreneurs et tout le monde. Il va falloir situer les responsabilités. Voilà. Merci, M. Fabien Ouedraogo, d'être venu sur ce plateau. C'est un plaisir. Du 10 au 12 le 10 au 12 janvier au CIAO. Voilà. Merci d'être venu. J'invite tout le monde de faire un tour. Voilà. Merci Fabien Ouedraogo. Merci. Voilà, et cet entretien marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restons ensemble. Demain, 19h30, je vous retrouve ici pour une autre session d'information. Merci de votre fidélité.